Le premier intervenant, c'est donc notre collègue Jean-Marc Joubert. Comment présenter Jean-Marc Joubert, si ce n'est dire qu'il est doyen dans cette maison, doyen de la faculté de lettres, que c'est un agrégé de philosophie et que qui mieux qu'un philosophe comme lui pouvait commencer par ce titre qui pour moi-même est un peu une interrogation, le secret du secret. Bon. Mais je sais que vous êtes un spécialiste du secret. D'ailleurs, je me suis un peu penché sur vos œuvres et je me suis aperçu que là où certains philosophes dissertaient sur Bergson, sur Sartre, vous choisissez les philosophes les plus secrets. Je pense en particulier à un philosophe que j'ai découvert grâce à vous, qui est Clément Rosset. Donc, vous aimez le secret et vous allez nous le montrer en traitant donc du secret du secret. Alors, j'espère ne pas vous décevoir par la teneur de ma contribution sur le secret, mais on va voir. Alors, le secret du secret. L'objet de cette communication, amputée de plusieurs passages qui seront rétablis dans le texte écrit, est moins d'analyser quelques types et usages de secrets que de s'interroger sur leur signification générale. Qu'est-ce qu'un secret pour nous? Pourquoi certains aiment-ils les secrets? Ou bien les éventent-ils au contraire? Ou bien préfèrent-ils les emporter dans la tombe? Car un secret, ce n'est pas seulement ce qui se trouve être caché ou opéré invisiblement. Le secret, c'est le plus souvent quelque chose de mystérieux et qui suscite en général une fascination. Je dis en général, car il est des personnes que les secrets, comme les cachotteries, ennuient au contraire et qui ne se mettront pas en peine de savoir ce qu'il en est, s'il en est. J'avoue, et vous me permettrez de parler impudemment à la première personne, faire partie de ces derniers. Je n'ai ni le goût du secret, ni du mystère. Et je préfère penser, comme Wittgenstein, que tout est étalé sous nos yeux et qu'il n'y a en somme qu'à voir le visible. Les images? Bon. Une opération qui peut être, au demeurant, d'autant plus difficile que, comme y insiste le même Wittgenstein, ce qui est évident, pour être étalé sous nos yeux, donc, est souvent, paradoxalement, rendu invisible par la même. C'est ce dont une célèbre nouvelle d'Edgar Poe, La lettre volée, a donné une illustration littéraire frappante. Deuxième réserve, non subjective, elle, il faut souligner d'emblée le caractère problématique de la notion même de secret. Un vrai secret, c'est-à-dire un secret intégral, se réciproque en effet nécessairement avec un néant d'existence. Pour que le secret soit, il faut que quelque chose ou quelqu'un l'atteste, fasse signe vers lui, le suggère, ne serait-ce que par l'opération visant à le masquer. Bref, que le secret ne soit pas secret. Je n'irai pas cependant jusqu'à dire, contre toute évidence, que rien ne répond à l'idée de secret, et la première partie de cet exposé va en donner quelques exemples. Mais mon propos essentiel sera qu'un secret, ce n'est pas tant ou seulement un certain contenu inaccessible par le fait, comme par exemple les ultimes secrets de la nature, qu'une visée ou bien une fabrication dont les opérateurs sont soit leurs concepteurs, soit, oserais-je dire, leurs consommateurs avides. Selon cette approche, rien ne serait en soi secret, mais le deviendrait de par la relation très particulière entretenue avec son objet, ou bien, encore une fois, avec sa pure fiction. Et l'on pourrait alors se poser la question de savoir si une telle relation mérite d'être encouragée, pour satisfaire un goût du secret et du mystère, ou au contraire sagement découragée, en raison d'une exigence tant intellectuelle que morale d'univocité et de pleine clarté. Première partie, il y en aura deux, qu'il existe des secrets et qu'ils méritent d'être considérés. Donnons quelques exemples volontairement disparates de petits et grands secrets. Premier exemple, celui d'une jeune fille dont un amour secret fera qu'elle refuse de se marier avec tout autre que lui, et qu'elle s'étiolera sa vie durant. Deuxième exemple, le secret de famille. Il s'agit là d'un secret prosaïque et qui peut être d'autant plus lourd à porter. Quelque chose de honteux ou de coupable qui se trouve au principe d'attitude que l'on ne comprend pas si l'on en est dans l'ignorance. Troisième exemple, une chose tenue secrète que l'on veut oublier. Par exemple, un affront subi ou bien une mauvaise manière dont on s'est rendu coupable. Dans ces trois premiers types, le secret recouvre bien quelque chose de réel. Quatrième exemple, celui de l'ésotérisme qui réserve aux initiés toute une série de révélations
leur dévoilant progressivement des secrets inaccessibles aux ignorants. Ou bien du complotiste, cinquième exemple, qui, pour s'entendre à dénoncer les acteurs cachés, gagne le statut de grand sachant et fait montre, là aussi, de supériorité sur les autres hommes qui prennent pitoyablement les événements pour ce qu'ils se donnent et non pour ce qu'ils traduisent. Soit dit en passant, on pourrait être tenté de penser que le complotiste, parce qu'il les révèle, ne doit pas aimer les secrets. Mais est-ce si sûr ? Il est en effet de sa propension de décrire le monde comme régi par des forces occultes dont c'est la modalité propre d'œuvrer pour tromper. Or, sans cette composante fascinante, on n'aurait pas affaire à un vrai complot. Et c'est la raison pour laquelle l'imaginaire de ce dernier se nourrit ordinairement de réunions secrètes, d'ententes louches, de signes entendus et de doubles jeux diaboliques. Sur la foi de ces deux derniers exemples, on peut donc douter qu'il y ait véritablement un secret. Le secret peut aussi répondre à certaines fins salutaires de protection. Par exemple, on ne révélera pas à un enfant ce qu'il ne doit pas encore connaître, à savoir qu'en dépit d'apparences trompeuses, ses petits frères et sœurs n'ont pas séjourné dans le ventre de leur mère, mais respectivement dans des choux et dans des roses. On ne dévoilera pas non plus à un malade son état réel si l'on juge que cela peut compromettre sa guérison ou le tourmenter inutilement. C'est un aspect, si on veut, du secret médical. Mais voici un genre de secret qui, pour ressembler à la fiction ésotérique, est étranger à sa logique. Je pense ici au Guide des égarés de Maïmonide, où ce dernier affirme qu'il ne convient pas aux sages de révéler ouvertement les secrets de la Torah, si ce n'est aux seuls disciples qui sont animés d'un authentique désir de connaissance. En l'espèce, il ne s'agit donc pas de réserver un savoir, mais de le protéger. Autre exemple, Lord Bacon, qui disait que la nature aime à se cacher, et de fait, des millénaires durant, cela représenta pleine de mystères et capable de toutes les métamorphoses. Mais Bacon, qui marque une étape importante dans l'avènement de l'esprit scientifique, affirme qu'il faut soumettre la nature à la torture pour lui extorquer ses secrets. Des secrets qui, une fois connus, permettront de s'en rendre comme maître et possesseur, ainsi que le dira bientôt Descartes. Certes, la nature doit désormais être comprise comme une morne, ainsi que le formulait Kant, existence des choses sous les lois. Mais il reste que l'idée d'un monde merveilleux n'a peut-être pas encore disparu. C'est ainsi que dans ses leçons sur l'esthétique, Wittgenstein fait état d'un livre de l'astrophysicien britannique Sir James Jeans, L'univers mystérieux, un titre dont Wittgenstein affirme qu'il l'exècre en raison de son caractère fallacieux. Le fond de la critique de Wittgenstein est que l'univers étant et n'étant que ce qu'il est, le regard que les amateurs de mystère posent sur lui, pour porter sur l'univers, ne le concerne en rien dans son être-là, lequel est dénué de valeur et de signification. Tournons-nous maintenant du côté de ces secrets dont on pourrait dire que, une fois mis au jour, ils font voir et comprendre les choses de manière toute différente, d'où leur caractère de révélation. Dans l'ouvrage qu'elle a récemment consacré à, je cite, « l'imposture du théologico-politique », Géraldine Mühlmann définit ainsi ce dernier. Texte, c'est l'idée selon laquelle, au fond des choses politiques, il y a toujours quelque chose de religieux, quelque chose ayant à voir avec notre rapport au sacré. Même à l'heure où la politique moderne s'est sécularisée et où les références religieuses parfois présentes en elle ont infiniment moins de poids que par le passé, la pensée théologico-politique est formelle, le fond de l'affaire serait encore et toujours religieux. Le théologique se voit à nouveau présenté comme le secret caché du politique. Autre exemple, selon Pascal, c'est le péché originel qui seul explique l'incompréhensible, selon son expression, misère humaine. Le secret qui rend raison de tout est bien là d'ordre théologique. Pascal écrit dans une formule saisissante: sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Mais pour Feuerbach, à nouveau en sens contraire du précédent, c'est l'anthropologie qui est, comme il analyse dans l'essence du christianisme, 1841, le secret de la théologie, en lequel cette dernière se résout entièrement. Autre exemple, pour Schopenhauer, le monde de la représentation dans lequel les hommes croient disputer du vrai n'est que surface, car la vraie nature des choses, c'est le monde de la volonté. Une volonté très paradoxale d'ailleurs, puisque celle-ci ne veut en fait rien et se résume à une aveugle, sempiternelle et très ennuyeuse réitération du même.
Et c'est d'une telle volonté absurde en ceci qu'elle déçoit la présupposition d'un sens, que nos représentations sont précisément, selon Schopenhauer, les dupes. Par exemple, quand nous nous figurons aimer une autre personne, alors que nous sommes seulement déterminés par la nature aveugle à reproduire l'espèce, par cette ruse de l'amour. En somme, le secret de l'amour, c'est le sexe, le secret du sexe, c'est la reproduction, et le secret de la reproduction, c'est la volonté cosmique. Pour Nietzsche, enfin, le secret du vivant, c'est l'instinct, l'intelligence se révélant, comme chez Schopenhauer, superficielle. Quant à la sublime et prétendument désintéressée morale, qui, selon Kant, se donne dans l'expérience du devoir pour transparente à la conscience, elle ne serait, toujours selon Nietzsche, qu'une expression qui s'ignore de l'impuissance et du ressentiment des faibles. On notera que dans ces derniers exemples, une différence de registre est clairement posée. Ce qui agit secrètement n'est pas du même ordre que ce qu'il explique ou prétend expliquer. Deuxième partie et dernière, le secret du secret. Après avoir fait état d'une telle variété de secrets, il est sans doute présomptueux de prétendre en livrer, comme l'annonce le titre trop ambitieux de cette communication, le secret. Car il faudrait présumer pour cela qu'ils partagent une essence commune. Or, je pense, une fois encore avec Wittgenstein, que la démarche typiquement platonicienne, consistant à dégager l'essence d'une classe d'objets, est nécessairement réductrice et ne peut aboutir qu'au prix de l'exclusion ruineuse d'un grand nombre d'entre eux. Le secret n'existe donc pas. Ce qui existe, c'est une diversité de secrets dont les ressemblances, sur des rapports d'ailleurs très différents, légitiment l'usage même d'un même mot, mais rien de plus. Pour autant, à défaut de produire une théorie ultime, il convient de s'intéresser au sens que revêtent les secrets pour tous ceux qui, par secrétisme, car oui, le mot existe, vous aurez moi appris ça, en présupposent l'existence et s'en mettent en quête quand rien, a priori, n'atteste qu'il en est. Ce qui signifie que, de la même façon que Schopenhauer rapportait la spéculation à un profond besoin métaphysique de l'humanité, il faut s'interroger maintenant sur la nature du besoin dont le secrétiste est porteur. Une première hypothèse sur la nature de ce besoin s'attache au fait que celui qui se croit détenteur d'un secret, ou qu'il étend effectivement en ménage savamment l'usage, en tire un bénéfice en termes de pouvoir et de domination. Ainsi de l'ésotéristes qui, on l'a vu, réservent aux initiés toute une hiérarchie de révélation. Dans ce cas, le secret est principe élitaire de différenciation. Et l'on pourrait dire à peu près la même chose du complotiste. Pour autant, le désir de hiérarchiser entre ceux qui savent, les habiles détenteurs de grands secrets, et les autres, suffit-il à expliquer du secret, la genèse du secret, sa fascination et la séduction qu'il exerce? Il semble que l'on puisse aller beaucoup plus loin dans la compréhension des choses. Selon moi, il trouverait son origine dans le refus affectif, intellectuel ou moral, d'un monde jugé par trop déficient et inintéressant, un monde auquel il tenterait de suppléer en conséquence par l'intervention d'un envers signifiant, mais caché. Donnons-en une première illustration que l'on pourrait qualifier de tragique, quoiqu'elle s'origine en profondeur, justement dans une incapacité morale d'assumer le tragique. Je pense ici à ces parents de victimes qui s'adressent, suppliant, aux auteurs de viols ou de meurtres en leur disant qu'ils veulent comprendre. Or, la vérité, c'est qu'il n'y a, le plus communément, pas d'autre explication au viol que le désir non réfréné de viol, et à la torture que le désir qui se satisfait de faire souffrir. Bref, la nue vérité, c'est qu'il existe très fâcheusement de par le monde ce qu'on appelle des monstres. Et peu importe si ces derniers sont responsables ou non de leurs actes. Des monstres que beaucoup, cependant, ne sauraient voir, eût dit Molière. Mais cette vérité-là étant insupportable, et n'étant de fait pas supportée, ses parents se figurent l'existence d'un secret dans l'âme du violeur ou de l'assassin qui serait l'explication demandée, consolante quelque peu. Quant aux bonnes et belles âmes de toujours, qu'elles soient sincères ou professionnelles, elles poseront par principe qu'au fond, il doit se trouver quelque étincelle dans l'âme de ces malheureux violeurs et meurtriers, lesquels seraient presque à plaindre si l'on y songe plus avant. Bref, alors que les complotistes veulent rendre raison des événements par la malignité d'acteurs cachés, ces mêmes âmes aspirent quant à elles à expliquer les actes par un autre genre de secret,
celui du bien, supposé originel, mais empêché par le milieu social ou de fâcheuses circonstances. On dira qu'il s'agit là d'un cas aussi marginal que proprement pitoyable, sans doute. Mais le désir d'expliquer moralement les choses est quant à lui quasi universel, sauf à se reconnaître dans ce que Louis-Ferdinand Céline, par exemple, appelait le monde tragique des Grecs. Précisons un monde grec qui n'est déjà plus celui de la belle âme de Socrate, pour lequel nul n'est méchant volontairement, et de toute la théorie de philosophes optimistes qui en procèdent. Des philosophies qui poseront que le bien est nécessairement la ratio essendi de l'être, que le mal n'existe tout simplement pas, mais seulement ce bien dont il n'est que la privation. Mais plus en profondeur peut-être, quel est le secret de telle philosophie, si ce n'est leur désir que notre monde recèle une intelligibilité et un sens. Une intelligibilité et un sens dont la réalité sera en quelque sorte redevable, eu égard aux exigences intellectuelles et morales de la conscience humaine. Et c'est très exactement à ce point que le secret interviendra à titre de satisfaction fantasmatique d'un tel désir. Le secret du discours secrétiste, le secret du secret donc, serait en somme le suivant. Non, les choses ne sont ni univoques ni tragiques. Non, le donné impressionnel ne saurait épuiser l'être. Il y a du secret, il y a un secret ultime, il y a un fond caché des choses qui en rend raison et leur confère à la fois un statut, intelligible à la raison, et une valeur, acceptable pour l'esprit. Il y a un secret, puisqu'il en faut un. Tel serait en définitive, selon mon hypothèse, le secret du secret. Non pas d'être tel secret opératoire, par exemple une scène primitive refoulée, un grand-père ayant engraissé sa petite-fille, un magot caché à l'insu des autorités, ou, positivement, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, ou de bonnes actions accomplies dans le secret, comme le veut l'Évangile. Mais d'offrir providentiellement, sur le plan intellectuel, une explication globale, et sur un plan moral, ce sens ultime. Ce dernier sens présumé caché et profond étant également posé comme mystérieux. Notons d'emblée à cet endroit la chose importante suivante. À la limite, peu importe, pour l'amateur de secret ultime, la nature de ce dernier, qu'il soit rassérénant ou au contraire déceptif, propre à rassurer sur l'avenir radieux du genre humain ou en désespérer au contraire. Ce qu'il faut à tout prix, en revanche, c'est qu'il y en ait un et qui remplisse cette double fonction. Donnons-en deux illustrations philosophiques formellement assez proches. La première se trouve dans la haute métaphysique de Pierre Boutan. Au terme d'un long voyage, tant spirituel que philosophique, de son ontologie du secret, Pierre Boutan en vient à identifier l'être, à son secret, qui est Dieu même compris comme acte pur, et notamment révélé dans le « Je suis celui qui est » du livre de l'Exode. Au début de son œuvre magistrale, Boutan cite la formule de Gog et Magog de Martin Buber, selon lequel tout ce qui sert de soutien est caché. Mais à la fin, il apparaît bien que ce secret n'est rien d'autre que la présence actuelle, au cœur des phénomènes, de ce que Boutan dévoile dans une quasi-assimilation mystique du secret du Dieu-être, de l'ontothéologie traditionnelle, avec ce dont il est le secret. Notons cependant que l'invisible ayant ainsi rejoint mystiquement le visible, à moins que ce ne soit l'inverse, il n'y a en fait plus véritablement de secret, même si Boutan cherche sans doute à en préserver le sentiment de mystère dont se nourrit la foi. Deuxième illustration, Hegel. Un peu à la manière qui sera celle de Boutan, mais allant beaucoup plus loin que lui dans le détail, et fort de l'instrument redoutable d'une dialectique à laquelle rien ne saurait échapper, Hegel rend parfaitement raison parfaite de la totalité du réel, dont le secret qu'il révèle est celui de l'aliénation de l'esprit. Un esprit initialement en soi, mais qui se récupérant en soi et pour soi, au terme d'une odyssée l'ayant conduit d'aliénation en aliénation jusqu'au retrouvailles final avec lui-même, se trouve se réciproquer parfaitement dans la pensée spéculative du philosophe avec ce qu'il a toujours été. Nul progrès réel dans ce devenir donc, en tout cas ontologiquement parlant, et l'on ne voit pas que Parménide soit vraiment dépassé, ce que prétendait Hegel. Comme l'analyse finement Clément Rosset, au terme de cette authentique pirouette métaphysique, rien n'est changé à l'être, si ce n'est tout de même que le détour par de savantes médiations aura permis de livrer sinon un sens, du moins une intelligibilité absolue. Et il convient d'admirer ici la performance spéculative opérée.
Qu'est-ce qu'un caillou, sinon un caillou? Impossible cependant de se contenter d'une aussi piètre vérité. Il doit y avoir un secret, il faut qu'il y en ait un. Le voici. Le secret spirituel du caillou sera précisément d'être un caillou, le même certes, mais pensé comme une incarnation de l'esprit hegelien dans la nature, aliénation par laquelle le caillou est élevé à la hauteur de l'esprit, par l'esprit qui se réfléchit en lui. Et pourquoi faire? Mais pour demeurer le caillou qu'il a toujours été, pardi, sauf que le caillou y aura en quelque sorte gagné son salut spéculatif. Et l'on sait que Hegel a procédé de même pour l'histoire, laquelle est tout entière conçue par lui comme conduite par la ruse de la raison, raison, autre nom du même esprit. Il y a quelque chose de décidément fascinant dans ce que nous pourrions, dans cette secrétisation de l'être. Je viens de donner une version métaphysique et spirituelle, Boutan, puis spéculative, Hegel, laquelle s'est avérée autodestructrice. En voici une dernière, de type matérialiste cette fois, c'est-à-dire réalisant une réduction non pas à l'esprit, posé comme opérateur secret de toute chose et substance du monde, mais à la matière. Wittgenstein exprime ainsi la chose. Si je fais bouillir Redpath à 200 degrés Celsius, Redpath étant l'un de ses étudiants, tout ce qui reste une fois la vapeur d'eau dissipée, ce ne sont que quelques cendres, etc. C'est là tout ce que Redpath est en réalité. Wittgenstein ajoute aussitôt, parler ainsi pourrait avoir un certain charme, mais ce serait fallacieux pour ne pas dire plus. Wittgenstein explique, certains types d'explications exercent une attraction irrésistible. À un moment donné, l'attraction d'un certain type d'explication est plus grande que tout ce que vous pouvez concevoir, en particulier une explication du type « ceci est en réalité cela ». Il en va de même, toujours selon Wittgenstein, avec la psychanalyse, où l'imaginaire du secret est si important aux yeux de ceux qui en attendent une révélation sur eux-mêmes. Et de fait, qu'est-ce que signifie le fait d'aller chez un psychanalyste, quand il n'est pas commandé par des troubles du comportement, si ce n'est la quête d'une révélation d'un profond secret sur soi, d'un soi que l'on présume important et par conséquent digne de receler un secret qui vous coûtera fort cher pour être révélé. Dans son livre « Le principe de raison », Martin Heidegger cite la formule suivante du poète mystique franciscain Angelius Silesius. « La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. » Cette très belle formule, il semble que nous pourrions nous l'approprier de la façon suivante. La rose est sans secret, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. Le fait qu'Angelius Silesius ait été un mystique est naturellement très important et pourrait autoriser un de ces renversements du pour au contre qu'affectionnait Pascal. Car de la part d'un mystique, nous nous serions attendus à une approche plus mystérique des choses, à ce que ces dernières choses fussent tenues comme autant de signes du secret divin, ou bien comme renvoyant symboliquement à une réalité les transcendant. Mais justement, non. C'est comme si Angelius Silesius nous invitait à prendre la réalité au sérieux, quoique sans esprit de sérieux et avec esprit d'enfance, dans ce qu'elle est et pour ce qu'elle est, en surface et non en profondeur, dans sa profonde superficialité, ainsi que l'eût dit le philosophe Louis Vax, et cela justement parce que c'est la surface qui en somme est profonde et authentique. Ce qui ne va pas sans évoquer un mot que l'on prête à Bergson. Comme on le sait, ce dernier donnait au Collège de France des leçons qui étaient courues par les dames de la meilleure société, aussi y envoyaient-elles leurs chauffeurs pour réserver une place, chose qui ne m'est jamais arrivée. Or, un jour, l'une de ces dames entreprit Bergson en lui posant la question suivante. « Maître, pensez-vous être allé au fond des choses ?» Ce à quoi Bergson aurait répondu « Mais madame, est-ce que les choses ont un fond ?» Mais si les choses n'ont pas de fond secret, n'est-ce pas justement parce qu'elles sont, selon toutes leurs apparences, la vérité même et la valeur? Ce qui ne va pas sans évoquer également une formule du Tractatus logico-philosophique de Wittgenstein. Il y a assurément de l'indicible, il se montre, c'est le mystique. Dans cette formule de Wittgenstein, le mystique ne renvoie à rien de caché, contrairement à l'étymologie du mot, mais à la pure présence de ce qui est, qui se montre, tout en demeurant, il est vrai, inexprimable.
Mais pourquoi, après tout, le faudrait-il exprimer si tout est là, visible, à qui sait voir, et notamment mystiquement, à l'instar d'Angelus Silesius? Peut-être est-ce la raison pour laquelle Wittgenstein disait encore que, je cite, « l'énigme n'existe pas », ni par conséquent le secret qui est censé habiter et résoudre cette supposée énigme. Pour en revenir à ce que je disais en liminaire, tout est étalé sous nos yeux, sans reste ni arrière-monde, eût dit Nietzsche. Ou encore, selon la formule du peintre américain Frank Stella, « What you see is what you see ». Ou encore, selon la formule bien connue du génial évêque immatérialiste anglican George Berkeley, « Esse est percipi ». L'être, c'est ce qui est perçu. Pour autant, il y a tout lieu de douter que l'on puisse se débarrasser aisément du besoin de secret signalé, pour autant qu'il le faille d'ailleurs, et de cette secrétisation de l'être à laquelle s'adonne la métaphysique. C'est que le donner pour ne renvoyer qu'à lui-même, raison pour laquelle, soit dit en passant, il mérite d'autant plus notre attention et notre considération, le donner donc ne s'explique pas, et parce que nous en faisons partie, n'est pas davantage, ainsi que le remarquait également Nietzsche, susceptible d'une évaluation. Or, la plupart des hommes, sans doute, voudraient que les choses s'expliquent, qu'elles aient un fondement, qu'elles renvoient à quelques principes qui les justifient, autrement dit qu'elles ne soient pas comme flottantes ou n'ayant pour seule nécessité tragique que leur simple être là, surtout quand elles sont cruelles. Mais malheureusement pour eux, comme le physicien Ernst Mach en fit la remarque décisive en son temps, le monde est un objet unilatéral dont le complément en miroir n'existe pas. Or, sans un tel complément en miroir, ou sans la révélation d'en haut, mais de cela il sera question après, il est impossible de prendre un point de vue sur le monde, c'est-à-dire extérieur à lui, puisque nous sommes toujours en lui. Faut-il le déplorer? La grande erreur consiste peut-être à présumer que l'être requiert une telle explication, celle qui devrait apporter une réponse à la question du pourquoi que nous lui posons, j'ai envie de dire à l'anxieuse question dont nous l'agressons. Si donc l'être pourra toujours être vécu ou interprété subjectivement comme étant mystérieux, rien, à mon sens, sauf peut-être le malheur d'une conscience non réconciliée tant avec le monde qu'avec elle-même, ne justifie de soi le recours au secret. Surtout si l'on est mystique, à la manière d'Angelus Silesius, et qu'on se saisit des choses dans leur immédiateté et dont leur innocence. Et si l'on ne l'est pas, mystique, qu'on tienne l'apparaître, à l'exemple du philosophe David Hume, non comme l'apparaître de quelque chose, mais comme l'être même, ou en tout cas cela seul à quoi nous avons affaire et qui suffit. Le monde ne mérite donc pas, à mon sens, qu'on s'empresse de le mettre au régime du secret. Le monde, oui, mais qu'en est-il, pour conclure, de nos petits et grands, ou grands et intimes secrets? J'ai dit en liminaire que je n'avais pas de goût pour les secrets, non plus que de la fascination ou de la séduction pour l'étrange, le mystérieux, le profond, l'abyssal, l'urgrund, toutes choses suscitant des sentiments, parfois bizarres, qui sont comme la doublure émotionnelle de l'idée de secret. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Ma réticence contient avant tout cette grande métaphysique du secret dont j'ai tenté de dégager le motif profond. Car pour ce qui est, par exemple, des appels à la transparence des cœurs que l'on trouve chez Jean-Jacques Rousseau, ou de sa critique aussi agressive que larmoyante des mœurs, des calculs ou des affaîtries de la politesse, le tout sous le reproche superficiel d'hypocrisie sociale, je la trouve pour ma part assez détestable, ainsi que l'exhibitionnisme moral auquel son auteur se prête, hélas, souvent. Il faut, comme on dit, savoir garder une part de secret et respecter celle des autres, sans entreprendre de les investiguer et, a fortiori, de les dénoncer. Aussi suis-je pour le secret de la confession et contre l'autocritique publique telle que la révolution culturelle maoïste l'a mis cruellement en scène en son temps. Mais c'est justement à ce point que je rejoins mon propos antimétaphysique général. En effet, si chacun a pour ainsi dire droit à son secret, c'est précisément parce que c'est son secret et sa part. Autrement dit, eût dit Max Stirner, sa propriété. Or, la pensée du secret, qu'elle soit générique ou structurale, place l'individu sous le régime de l'hétéronomie. Poser a priori un secret des choses, de l'être, du moi, c'est en effet les penser comme déterminées par l'extériorité. Ce secret dût-il paradoxalement être intérieur, comme par exemple l'inconscient, voire comme une grâce venue d'en haut, sur le modèle de celui qui a dit « ce n'est pas moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi. Partisan de l'idéalisme en philosophie, idéaliste que je pense être la seule approche en mesure de rendre raison de l'agir humain, je répugne pour ma part à une telle hétéronomie. Le propre de l'homme, ou plus exactement le propre de l'individu non générique, ce n'est pas d'être agi ou déterminé secrètement, mais d'être au principe inconditionné du cadre conceptuel à la fois libre, en tant que posé par le moi, et nécessaire, en tant qu'il n'est pas arbitraire, dans lequel l'expérience, son expérience, va se couler d'après des lois à lui, l'individu, de telle sorte qu'elle soit son expérience, l'expression de sa vie, et non une fatalité. C'est que le sujet humain, en présumant qu'il existe, ce qui n'a rien d'évident, c'est l'objet d'une croyance, dit Kant, le sujet humain n'est pas une chose, il est acte. Et c'est pourquoi, à mon sens, s'il y a un secret, un sien secret, il n'est autre que celui d'une liberté qui s'est voulue et qui s'est fait contre ce que Fichte appelle le non-moi. En revanche, si le secret était bien, comme son concept oblige, semble-t-il, à le penser, cette extériorité dont nous venons de parler, il reviendrait au moi de se libérer de son poids. Ne parle-t-on d'ailleurs pas du poids du secret, et nullement de s'y abîmer ou abolir. Je vous remercie. Merci.